aujourd'hui est un cours qui concerne une huile essentielle qui est particulièrement importante de par son utilisation et l'ampleur de ce que son commerce représente. Donc, nous allons étudier une monographie aujourd'hui qui est celle du tea tree. Le tea tree, donc c'est l'anglais de arbre à thé. Le nom latin de cette huile essentielle, c'est un Melaleuca alternifolia. On l'appelle aussi parfois en français Mélaleuque à feuilles alternes. Donc ça fait beaucoup de synonymes. Le nom le plus courant est tea tree ou arbre à thé. Parfois on l'appelle Mélaleuque à feuilles alternes. Il va être important d'utiliser le nom latin Melaleuca alternifolia. Pourquoi? Parce que tout simplement, tea tree, arbre à thé, c'est une appellation vernaculaire qui peut concerner énormément de plantes différentes que l'on va utiliser principalement en infusion, soit préventivement, un thé bien-être, un thé immunostimulant, ou soit pour traiter certaines pathologies, notamment les aborigènes australiens ont énormément utilisé cette plante. Donc en fait, tri est un nom qui convient également pour différents mélaleucas, pour différents leptospermum, qu'on appelle plus couramment le manuka. Vous connaissez peut-être en magasin bio le miel de manuka. Le manuka, on l'appelle le titri de Nouvelle-Zélande. Et puis Daniel Pénoël, un médecin français qui a une approche un petit peu personnelle, on va dire, de l'aromathérapie, utilise beaucoup un kunzea, kunzea qui est également un titri et une plante, une myrtacée qui nous vient également d'Australie. Voilà, donc un programme fort dense, une huile essentielle très utilisée et très importante. Et puis après la pause, en fin de cours, on s'intéressera aux émonctoires. 2 émonctoires capitaux pour le bien-être et la santé en règle générale, le foie. Et j'espère que nous aurons le temps également de nous intéresser au côlon. Voilà. Et puis je vous proposerai une petite formule pour la détoxification du foie et aussi pour la santé et le bien-être du gros intestin, entre autres. Alors, je vais partager donc une présentation, un PowerPoint. Voilà. Donc, si ça fonctionne bien, vous devriez avoir une forêt, une forêt de titris devant vous. Donc, on est vraiment en Australie. Le titri est un merci. Le titri est un arbre de la famille des myrtacées. Est-ce que quelqu'un se souvient d'une myrtacée que nous aurions déjà étudiée au cours cette année? Est-ce qu'il y a une huile essentielle de cette famille des myrtacées que nous avons déjà étudiée cette année? Le clou de girofle, en effet. Voilà. Le clou de girofle, en effet, était un arbre également de la famille des myrtacées. Cette année-ci, nous en verrons d'autres. Non, non, la sauge, c'est vraiment une herbe de Provence, donc une lamiacée. C'est une petite plante de quelques dizaines de centimètres de haut. Alors que vous voyez, ces arbres mais ces mélaleucas, ces myrtacées, sont des arbres de plus ou moins grande taille. Alors, ces titris font une dizaine de mètres de haut. Donc, ce sont des arbres, des myrtacées de taille relativement modeste, puisque les eucalyptus, qui font partie de la même famille, vont, eux, pouvoir atteindre plus de 50 mètres, 80 mètres de haut. C'est vraiment très, très haut. Le record étant, je pense, l'arbre le plus haut sur la Terre doit s'approcher des 110 mètres de haut. Voilà. Donc, ce sont des arbres de taille relativement moyenne. Vous voyez que le profil de l'arbre est assez vertical. Donc, on a un tronc assez droit,
voilà, il peut être légèrement tordu, mais il y a une verticalité. Je veux dire qu'il n'y a pas de d'étalement du sommet. Vous n'avez pas des branches secondaires horizontales, avec, comme on pourrait l'avoir avec certains chênes, certains hêtres, etc. Ici, on a vraiment un arbre qui est élancé, qui va chercher la lumière. Et comme en bas, proche du sol, il n'y a pas de photosynthèse, ben on n'a pas de feuilles. Donc on a un étage tronc. Voilà, je pense que vous allez voir le curseur. Donc vous avez l'étage tronc, et puis à l'étage où la lumière peut pénétrer, ben vous avez un étage feuille. Voilà. Ça, c'est un petit peu ces mélaleucas. Alors vous voyez que le tronc est relativement blanc, avec des petites taches noires. Et étymologiquement, c'est l'origine du terme, du nom du genre, Melaleuca. Méla, c'est l'étymologie de mélasse, et la mélasse, c'est noir. Et leuca, c'est vous retrouvez ça dans leucocyte, qui est le globule blanc. Donc leuca, ben, c'est blanc. Donc on a un tronc blanc avec des taches noires, d'où le nom Melaleuca, caractéristique du genre. On retrouve ça chez nous dans le bouleau, hein, un tronc blanc avec des taches plus foncées, et on retrouve ça aussi dans une moindre mesure sur l'écorce du platane. Donc voilà un petit peu pour l'arbre. Alors, on est en Australie, qui est un continent qui produit énormément d'huile essentielle. Donc ici, vous voyez la côte est de l'Australie, avec bah, des cyprès particuliers qui ne sont pas les cyprès provençaux, bien sûr, qui sont des cyprès que l'on retrouve aussi en Arizona, le cyprès blanc, des cyprès toxiques. Alors, qu'est-ce que nous voyons comme grande production? Ben, on a Bacusia citriodora, qui est appelé aussi myrte citronnée. C'est un autre arbre de la famille des myrtacées. Euh, oui, vous avez des eucalyptus citriodora, des titris, du palmarosa, un peu de gingembre, certains citrus, c'est assez étonnant. Euh, Voilà un petit peu tout ce que l'on va trouver comme plantes. Plus bas, plus au sud, on peut retrouver certaines lavandes qui peuvent être cultivées. Vous voyez, des lavandes en Victoria, entre autres. Euh, ils utilisent également, ils ont planté également un peu de rose de Damas, mais qui n'a pas du tout les qualités que nous pouvons avoir en Bulgarie, en Turquie. Il y a de la plante qui a été, pardon, de la menthe qui a été plantée également, du persil, du fenouil, de l'aneth, de l'amande poivrée, des poivres particuliers, de l'ail, voilà un petit peu, et un bois de santal, mais qui n'est pas du tout le bois de santal indien, qui est un bois de santal australien qui n'a pas du tout les qualités olfactives de, du bois de santal, du célèbre bois de santal blanc qui nous vient de Mysore en Inde. Et puis sur la côte ouest, on va avoir bah, un autre mélaleuca qui est assez intéressant, à l'inalol, qui sent très bon, qui est Rosalina, une huile essentielle qui est appelée Rosalina. On retrouve du titri aussi, le Phacéa dont je vous ai parlé, le Fragonia, qui est une huile essentielle qui est fort utilisée par Daniel P. Noël également. Voilà un petit peu les grandes productions d'huile essentielle en Australie. Alors, au niveau botanique, qu'est-ce que nous allons voir? Ben, c'est une plante avec une nervure centrale sur la feuille que vous voyez ici. Une feuille qui est assez élancée, assez pointue, donc une feuille assez fine. Il y a un mélaleuca qui a des feuilles qui ressemblent presque à des aiguilles tellement qu'elles sont toutes fines. C'est Melaleuca linearifolia. Et puis on voit ces inflorescences en épis assez spectaculaires et assez caractéristiques de la famille des myrtacées. Vous voyez, ici on a en gros plan une fleur de myrtacée. Ce sont des arbres qui décorent les parcs et jardins, les parcs botaniques, les parcs des universités, avec des inflorescences qui sont très spectaculaires, qui sont abondantes, ce sont les étamines qui sont très proéminentes.
Ce sont des arbres qui vont être pollinisés par, pas simplement des insectes comme les abeilles, mais des oiseaux, des chauves-souris et des animaux beaucoup plus grands. Voilà, on retrouve une autre photo d'une inflorescence, encore une fleur en gros plan. Ça ressemble, ça évoque un petit peu une pelote de laine, c'est assez dufteux comme ça, parce que ces étamines voilà, sont particulièrement proéminentes et exacerbées ici dans cette fleur des myrtacées. On retrouve ça dans le clou de girofle, on retrouve ça dans les eucalyptus, c'est vraiment une caractéristique de la famille, hein. C'est vraiment une caractéristique de la famille des myrtacées. Voilà. J'ai envie de dire que de myrte en Corse et en Sardaigne, que le processus est un peu moins spectaculaire. Euh, oui. Donc on a des fleurs qui sont très abondantes, très odoriférantes, très mellifères. Donc voilà pourquoi la plante est fort plantée et fort appréciée dans les parcs et jardins. Alors que dire d'autre? Il y a une caractéristique dans cette famille des myrtacées, euh, c'est que nous sommes dans des régions où il y a beaucoup d'eau, beaucoup de chaleur, et généralement, ces deux facteurs provoquent un gigantisme dans le végétal. Ce sont des forces de prolifération végétative. Donc, on a, quand on a le feu et l'eau, la chaleur et beaucoup d'humidité, ça donne des plantes gigantesques. Et dans la famille des myrtacées, notamment ici, c'est Melaleuca qui sont de relativement petite taille par rapport à d'autres plantes gigantesques dans ces régions. On va avoir une grande caractéristique, c'est une maîtrise de ces forces de prolifération végétative. Et donc en médecine naturelle, on voit dans cette famille des propriétés anti-cancer, parce que quand nous avons affaire à une tumeur, on a vraiment une prolifération cellulaire qui est anarchique et qui ressemble, qui est évocatrice du processus de ce fameux processus de prolifération végétative. Et le génie de ces myrtacées, c'est de pouvoir maîtriser ce processus de prolifération. Donc, ce sont des forces de conscience, des forces de maîtrise. euh, c'est vraiment le génie thérapeutique et l'information que la plante peut nous donner. Et elle a cette capacité de maîtrise, des forces inconscientes, des forces végétales de prolifération. Alors, je l'avais évoqué avec vous, c'est une des huiles essentielles qui est les plus utilisées dans le monde. Donc ici, nous avons un dentifrice, un exemple de dentifrice à l'aloe vera et au tea tree, ainsi qu'à l'huile essentielle de fenouil, sans fluor, de la marque Kingfisher. Vous avez différents produits, des différents désinfectants. Ici, vous voyez un exemple de masque facial à l'huile essentielle de tea tree, un exemple de produit pour les boutons, un produit nettoyant de la peau en cas de boutons, un exemple euh, de nettoyant pour visage. Voilà. Donc ici, ça doit être une lotion peut-être démaquillante ou autre, ou nettoyante en tout cas. Alors, vous avez une autre gamme de produits ici, toujours au tea tree, un savon avec de la menthe et le tea tree pour nettoyer les mains, shower gel, donc c'est un gel douche, toujours à base de menthe et de tea tree. Et puis, vous avez dans la gamme un aftershave, toujours avec l'association menthe et tea tree. Et là, vous avez des différents pains, des savons solides, bio. Ah non, le savon n'est pas bio, mais il est à l'huile essentielle de tea tree bio. Donc, vous voyez, principalement en Australie et aux États-Unis, c'est une essentielle très utilisée dans les produits de soins, de parapharmacie. Il y a eu un temps en Belgique une gamme à l'huile essentielle de tea tree également. Euh,
avec notamment, un produit pour l'acné, un produit pour le soin des pieds, prévention mycose et cetera. Et puis je vous ai encore mis un exemple de produit, très, très marketing, hein. Donc le tea tree est assez à la mode, donc on le retrouve dans des produits, voilà, qui sont, voilà, particulièrement marketing, 100 naturel, 1 des bénéfices, reversés pour la planète, au beurre de karité et à la vitamine E, un baume adoucissant, à l'huile essentielle de tea tree, testé cliniquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire voilà, un baume adoucissant testé cliniquement? Voilà, heu, mais en tout cas, voilà, grand succès commercial. On arrive à quelque chose bah, qui m'interpelle particulièrement, qui me touche particulièrement. Voyons un petit peu comment cette huile essentielle de tea tree est produite. Alors on revient ici à la première dia que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà les tea trees. Donc vous imaginez que l'huile essentielle est faite à partir des rameaux feuillus. Donc soit on abat l'arbre pour avoir accès aux rameaux feuillus et l'année prochaine on ne produit plus de tea tree puisque l'arbre a disparu. Soit, il y a quelqu'un qui doit monter à 10 mètres de haut pour aller, cueillir, ces branches de feuilles et cetera. Donc la récolte est assez compliquée. Vous allez voir, peut-être que vous avez, je l'espère, pris, votre syllabus à la page du Titri devant vous, et c'est une monographie qui est assez ancienne et que je devrais réactualiser. On est à la page 133, merci Marjorie. Donc il est encore marqué, sauvage. Ben non, je suis désolé, mais traditionnellement, historiquement, oui, l'huile essentielle venait des forêts très abondantes d'Australie où l'arbre était disponible à profusion et on abattait chaque année quelques arbres pour produire l'huile essentielle de tea tree. Aujourd'hui, l'huile essentielle est devenue, tellement un marché tellement important, tellement gigantesque que, le biotope ne peut plus fournir des arbres sauvages. Et donc qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est que nous avons affaire à des plantations de titris comme ceci. Ce sont des titris qui ont, voilà, 1 an ou 2, mais en tout cas qui sont fauchés chaque année. Ce sont des titris qui n'ont plus de tronc, ce sont des arbustes naissants et ils sont récoltés à la moissonneuse-batteuse. Donc on va, vous voyez ce qui reste un petit peu après la récolte ici. Voilà, ça c'est le champ qui a été récolté. Et donc le titri est, je vais dire, coupé, fauché et en même temps broyé parce que le broyat va permettre de produire plus d'huile essentielle. Évidemment, quand on distille le rameau entier, on ne fait éclater les poches à essence sur la feuille. Mais quand on a broyé, comme vous avez ici les rameaux de titri, bah, vous allez chercher des poches à essence qui sont également dans le bois, ou qui sont vraiment dans, je vais dire dans la matière même du végétal. Donc voilà, ce sont des producteurs, d'huile essentielle de titri qui sont fiers de montrer, leur production. Moi, je trouve ça particulièrement triste, parce que la plante a besoin d'être adulte, la plante a besoin de faire de la photosynthèse, elle a besoin qu'on lui laisse le temps de grandir, elle a besoin de maturer, elle a besoin bah, oui, de temps pour pouvoir élaborer tous les principes actifs qui font sa richesse, sa force, sa puissance, et cetera. Donc l'image qui me vient, à l'esprit, bah, c'est que, le génie, il est présent dès le plus jeune âge. Quand vous voyez Mozart enfant, on sent déjà, le génie musical, mais il n'est pas épanoui. Et dans cette huile essentielle de titri, bien sûr, génétiquement, il y a toute l'information génétique du titri, mais on lui a pas laissé le temps d'exprimer sa génétique, d'exprimer sa force, son génie, et cetera. Et donc on a une huile essentielle qui est infantile, qui est, immature, une huile essentielle, d'une plante qui promettait, mais à qui on n'a pas laissé le temps de, voilà, de tenir ses promesses.
Voilà, et puis une fois que ça a été distillé, bah, vous avez, un matériau fumant, qui a été cuit par la distillation et qui va être utilisé comme compost parce qu'ils se rendent compte qu'en faisant une production intensive chaque année de titri comme ça, bah, au bout de 2-3 ans, la terre était complètement, appauvrie et ne donnait plus. Donc ils viennent mettre, sur la terre les minéraux que la plante a prélevés, les différents matériaux, les différentes molécules que la plante a puisées dans le sol pour renourrir les champs et donc fabriquer du compost et pour sauvegarder un petit peu une production intensive. Ici, je vais vous répondre tout de suite, Marjorie. Ici, vous avez un entrepôt d'huile essentielle qui a été produite. Et donc, vous voyez dans ces fûts de l'huile essentielle, ce sont des fûts de 200 kilos. Ce sont des fûts de 200 kilos, donc ça fait à peu près 220 litres. Ici, rien que sur la photo, nous avons 26 500 litres d'huile essentielle de titri. Voilà un petit peu la production. Produit inflammable, donc il va être transporté en Europe avec des taxes de produits dangereux, parce qu'en cas d'accident, etc., d'incendie, l'huile essentielle peut s'enflammer à relativement basse température. Donc vous avez les logos de danger, produits inflammables. Donc, à côté d'une huile essentielle de marjolaine que nous avons vue la fois passée, qui contient des principes actifs relativement semblables, vous voyez qu'on a affaire ici vraiment à un produit totalement industriel. Et j'ai envie de dire que dans les cas les plus graves, les plus sévères, je préfère travailler avec des produits plus artisanaux et qui permettent d'avoir euh, toutes les qualités de la plante, entre autres. Et donc peut-être que cette dia répond partiellement à la question de Marjorie, qui était de savoir est-ce qu'il y a des producteurs qui respectent encore un procédé naturel. Ben, ça va être très difficile parce que le mode de production ancestrale consistait à abattre l'arbre. Et donc ici, on a une production bio qui n'est pas en Australie, mais qui est en Nouvelle-Zélande. Et bah, on voit déjà que la plante n'est pas récoltée à la moissonneuse-batteuse, mais je vais dire à la tronçonneuse, hein. Les arbres que vous voyez ici ont été coupés à la moissonneuse-batteuse, mais vous avez un vrai tronc. Donc la plante a quand même un certain âge. Donc là, ils vont devoir laisser repousser la plante un certain temps. Et puis, quand elle aura de nouveau cette taille d'arbuste, ils vont de nouveau tronçonner le tronc à plus ou moins 1 mètre 20 de hauteur pour pouvoir distiller les rameaux. Donc, je pense que c'est un bon compromis. Ça évite d'abattre complètement un arbre centenaire ou un arbre qui a plusieurs dizaines d'années en tout cas. Et euh, voilà, donc ça permet d'avoir des rameaux qui sont pas franchement adultes, mais qui sont quand même nettement plus matures que ce que nous avons vu tout à l'heure. Et puis ici, évidemment, sur la photo, c'est très difficile de pouvoir faire une identification botanique précise, mais il semblerait qu'il s'agisse d'arbres de Manuka. Leptospermum scoparium, le Manuka, qui fleurit rose comme ça. On voit que ce ne sont pas des fleurs blanches de titri, donc probablement qu'il s'agit du Manuka qui est vraiment originaire, qui est le titri de Nouvelle-Zélande. Et donc ici, on a probablement un producteur qui fait le Manuka et qui doit faire également du titri. Les deux filles. D'accord. Là, je vais reprendre l'écran.
Voilà, je ne sais pas pourquoi ma caméra s'était coupée, voilà, qui est réparée. Donc voilà, j'ai repris l'écran, donc je vous invite à prendre le cours à la page 133, la page du titri. Donc je vous rappelle le nom latin, Melaleuca. Hein, c'est un nom facile à retenir parce que on va le rencontrer très souvent. Vous avez trois grandes huiles essentielles dans ce genre. Vous avez le titri, vous avez le niaouli, Melaleuca quinquenervia, et puis vous avez également le cajeput, Melaleuca cajuputi. Donc voilà, c'est une famille, plutôt un genre qui nous donne trois grandes huiles essentielles de la pharmacopée traditionnelle de l'aromathérapie. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'incendies en Australie. Donc les cultures ont été plus ou moins protégées. Certaines forêts, par contre, sont parties en fumée. Et voilà. Donc, face à cette situation, l'Afrique du Sud s'est mis à produire du titri également. Donc, vous pouvez trouver des origines Chine, des origines Afrique du Sud, et également il y a des toutes petites productions qui pointent également à Madagascar. Voilà en gros les différentes origines possibles, mais je vais dire la composition chimique traditionnelle, quand vous trouvez une monographie avec des propriétés thérapeutiques, ce sont des propriétés thérapeutiques de la plante qui vient généralement d'Australie. J'ai eu l'occasion d'analyser quelques lots d'Afrique du Sud, la composition est très proche. J'ai senti des lots d'autres origines africaines, probablement la Tanzanie, le Mozambique, notamment des titris qui venaient d'un laboratoire qui s'appelle en Belgique Fluorescence. Ouais, la qualité olfactive était vraiment pas au rendez-vous. Ça sentait pas très bon. Et c'était pas l'odeur typique et classique du titri que nous connaissons. Donc, ça laisse supposer que le profil thérapeutique doit être légèrement différent du titri d'Australie. Par contre, j'ai senti des lots d'Afrique du Sud qui me semblaient tout à fait corrects d'un point de vue olfactif. Jetons, si vous le voulez bien, un petit coup d'œil sur le triangle, donc à la page suivante, à la page 134. Qu'est-ce que je peux prendre également mon tableau pour remplir les familles biochimiques principales de cette huile essentielle. Donc, je constate que quantitativement, la famille biochimique la plus représentée dans l'huile essentielle est probablement les monoterpènes, avec le précurseur du principe actif majoritaire. Donc, quand je regarde l'encadré en haut de la page, on voit que la molécule principale, c'est un monoterpénol. Dans le cours, il est marqué terpinène 4-rol. Terpinéol est un mot plus facile à retenir. Donc ça, c'est la molécule principale. Et donc, on va retrouver dans les monoterpènes son précurseur. Le terpinéol vient évidemment du terpinène. On en a 20 à 30% dans cette huile essentielle. Et puis, on a de nombreux autres monoterpènes. Mais le titri est surtout connu pour ses propriétés antiseptiques, pour être une espèce de tandine ou d'excellent antiseptique cutané, et ses propriétés principales et majoritaires viennent justement de la présence plutôt des monoterpénols. Donc même si j'en ai un petit peu moins quantitativement, d'un point de vue thérapeutique, c'est vraiment la famille principale. Donc ce que nous allons noter dans notre tableau récapitulatif, c'est que la famille biochimique majeure de ce titri, ce sont les monoterpénols. Alors, il y a quelques autres familles qui sont représentées, bien sûr. On a la famille des oxydes, un petit peu d'eucalyptol. Ça explique peut-être pourquoi les aborigènes avaient l'habitude également, en cas de rhume, d'utiliser le titri en inhalation.
Mais surtout, une famille, caractéristique et assez importante, sont les sesquiterpènes. Avec 5 à 15% de sesquiterpènes, on a de belles propriétés anti-inflammatoires, au niveau cutané. Hem, Est-ce qu'il y a un principe actif minoritaire pardon, remarquable? Pas spécialement. Il y a un tout petit peu de phénol, c'est anecdotique, mais je crois que c'est ce qui explique les propriétés antiseptiques, exceptionnelles de ce tea tree, parce qu'on a beaucoup d'autres huiles essentielles à monoterpénol. Elles ne présentent pas toutes évidemment le principe, antiseptique et les caractéristiques bactéricides de ce tea tree ou fongicide de ce tea tree. Donc peut-être que la présence de paraciménol, dans le tea tree, permet d'expliquer ces propriétés anti-infectieuses assez remarquables. Alors à la maison, le tea tree fait partie vraiment des huiles essentielles, majeures à avoir. Comme c'est une production industrielle, elle est pas chère, donc c'est un atout majeur. Elle est parfaitement tolérée au niveau cutané. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous avez un enfant qui joue, qui se jette sur le sol et qui va, s'érafler un petit peu le genou sur une moquette ou autre. Vous mettez une goutte de lavande sur, l'écorchure, ça pique. Vous mettez une goutte de tea tree pour désinfecter, c'est parfaitement toléré. Donc, c'est vraiment une huile essentielle facile à utiliser sur les plaies, hem, oui, sur les écorchures et cetera. Très facile d'utilisation sur les muqueuses. Hem, voilà. C'est l'antiseptique polyvalent par excellence. Il nous sert un petit peu de mercurochrome, d'isobétadine. Ça arrête les saignements. Elle a des petites propriétés anti-hémorragiques, mais on l'utilise surtout, pour prévenir l'infection, bien sûr, pour éviter que des germes ne viennent, au niveau de ces petites plaies, de ces petites blessures, de ces petites effractions. Donc anti-infectieux très polyvalent, avec des propriétés bactéricides, mais aussi un excellent fongicide. Donc c'est une grande huile essentielle, de mycose. Hem, voilà, c'est une grande huile essentielle de mycose. Maintenant, sa réputation est un petit peu exagérée. J'ai observé des résultats peut-être supérieurs avec des huiles essentielles à monoterpénol comme le géranium. Donc le géranium est généralement regardé comme une petite essence, gentille, qui sent bon, mais qui n'a pas des propriétés, extraordinaires. On observe, cliniquement parfois des propriétés fongicides et antimycosiques supérieures avec une essence comme le pélargonium que le tea tree. Mais, le gouvernement australien a investi énormément dans la recherche et a sponsorisé, a financé de nombreuses études, cliniques, des thèses de doctorat sur cette huile essentielle de tea tree. Pourquoi? Parce que, initialement, le tea tree était une espèce endémique, on ne la trouvait quasiment qu'en Australie, avant que les Chinois ne fassent des cultures et qu'on la cultive également, en Afrique du Sud. Donc c'était, un investissement, je vais dire économiquement rentable puisque, étant donné qu'on avait énormément de preuves d'efficacité sur le tea tree a été mis, en avant dans de très nombreux produits de parapharmacie et comme l'Australie était le seul producteur d'huile essentielle de tea tree à l'époque, bah, c'était un investissement assez rentable. Aujourd'hui, si vous, faites une recherche sur internet au niveau des publications scientifiques et au niveau des thèses de doctorat qui ont été faites, vous pouvez remplir une bibliothèque complète rien que sur l'huile essentielle de Titri. Tellement il y a pléthore de publications sur à peu près tous les germes, toutes les bactéries, les grammes plus, les grammes moins, à peu près tous les champignons, etc. Nous avons également des propriétés antiparasitaires et notamment le titri a été beaucoup mis en œuvre sur la teigne. Là, on n'est pas vraiment dans les parasites, mais comme anti-poux, dans des produits
Oui, à utiliser sur les cheveux chez l'enfant, entre autres comme, pédiculicide et répulsif également contre les poux. Il y a des petites propriétés antivirales qui ont été mises en évidence sur le virus de l'herpès. De nouveau, il s'agit de recherches, qui ont pour objectif d'augmenter les parts de marché de cette huile essentielle. Mais en toute objectivité, le niaouli et le ravinsara ont des propriétés antivirales bien plus pertinentes sur le bouton de fièvre que le tea tree. Alors, voilà, quand on a une approche, scientifique classique, s'il y a 10 études qui prouvent l'efficacité sur le bouton de fièvre du tea tree et qu'il y a qu'une seule étude qui prouve l'efficacité du niaouli sur le bouton de fièvre, ben, on va utiliser le tea tree. Voilà, ça c'est la méthode classique, même si cliniquement, les résultats sont bien plus probants avec le niaouli qu'avec le tea tree. Moi, je n'utilise pas le tea tree pour le bouton de fièvre, j'estime personnellement que ça n'a aucun sens. Ensuite, nous avons, les données toxicologiques. Hem, ces logique, oui, on a affaire à une huile essentielle qui, étonnamment, on ne l'explique pas spécialement par, la composition biochimique de l'huile essentielle, mais elle semble, lors d'une intoxication aiguë, plus agressive et plus toxique que beaucoup d'autres huiles essentielles que nous avons étudiées jusqu'à présent. Donc, la dose mortelle du tea tree est plus basse que la dose létale d'un thymol, alors que le thymol a été présenté comme hépatotoxique, alors que le thymol est très piquant en bouche, contient des phénols assez agressifs. Voilà, lors d'une intoxication, lors d'un empoisonnement, le thymol semble moins dangereux que ce tea tree. Et on a également des données, voyez, 2,6 g par kilo de poids corporel au niveau de l'utilisation cutanée chez le lapin comme dose létale. Alors, comment utilise-t-on le tea tree? On l'a utilisé abondamment par voie interne, je pense en médecine, hem, notamment dans des suppositoires pour, utiliser moins d'huile essentielle à phénol. Donc l'association d'un tea tree et d'un phénol permettait, à des doses beaucoup moindres, d'avoir les mêmes résultats anti-infectieux et donc d'avoir une agressivité et un risque moindre, au niveau de l'organisme. Ça, c'est l'approche en médecine classique. Aujourd'hui en Belgique, hem, à cause justement des données, toxicologiques, du tea tree, l'huile essentielle de tea tree n'est pas autorisée dans les compléments alimentaires. Donc, l'usage oral sur une petite période est, je pense, en tout cas pour ma part et pour ma famille, possible, mais d'un point de vue réglementaire, il faudrait de nouveau, rectifier cette monographie et ne mettre peut-être qu'une croix au niveau de la voie orale. Heu, Pourquoi? Parce que je vous dis, c'est une plante qui est acceptée dans les compléments alimentaires, mais son huile essentielle ne l'est pas. Donc l'utilisation principale du tea tree, c'est évidemment la voie cutanée. La voie atmosphérique n'est pas du tout recommandée, c'est pas une huile essentielle qui sent spécialement bon. Elle est assez, elle a des notes un petit peu terreuses, boisées, plus résineuses que boisées, des notes de terpènes. Mais oui, il y a ce sont une impression assez matérielle, assez matérialiste, hein. Donc, c'est une essence, oui, avec des notes de terre et qui nous rappelle vraiment ces odeurs de terre. Alors, pourquoi on a mis une croix? Dans certains cas, quand il y a des maisons à assainir, je pense, de la moisissure sur les murs, sur les moquettes, des acariens,
des problèmes infectieux dans la maison, il est possible de mettre, une quantité importante de titri et d'huile essentielle à phénol dans le diffuseur et de diffuser pour assainir la maison, mais en dehors de la présence des habitants. Donc vous allez imprégner la moquette, les tissus, les tentures, les matelas, d'huile essentielle et puis quand vous rentrez, quand le diffuseur est vide, vous aérez bien la maison et ça permet de désinfecter, voilà, l'habitat. Les précautions d'emploi de notre huile essentielle, donc il n'y a pas d'identification de risque majeur. Oui, bien sûr, il y a des publications, il y a des spéculations, il y a des molécules, qui pourraient être préoccupantes si elles étaient utilisées seules. Je pense au méthylogénol notamment qu'on va retrouver dans l'huile essentielle de titri. Le méthylogénol pourrait provoquer certains cancers chez le rongeur quand il est utilisé seul, mais évidemment, on en a moins d'1/2% dans l'huile essentielle de titri et à côté de ça, on a 30 à 40% de monoterpènes qui ont des propriétés anticancers prouvées. Donc voilà, il n'y a pas de préoccupation majeure identifiée. Il y a une publication absolument pas crédible qui a identifié chez 3 individus un risque de ce que l'on appelle la gynécomastie. Donc c'est un début de croissance mammaire, un sein qui pousse chez le petit garçon et on a essayé d'identifier la cause de 3 cas différents et on a trouvé, des traces d'huile essentielle dans des cosmétiques ou des produits de soins et de beauté que les enfants avaient utilisés. C'était tantôt des savons qui contenaient de la lavande ou tantôt différents produits de soins et de parapharmacie qui contenaient de l'huile essentielle de titri mais il n'y a aucun risque pertinent il n'y a aucun lien pertinent qui ait pu être établi entre l'huile essentielle et cette fameuse gynécomastie. Donc les publications sont voilà, plutôt farfelues et en tout cas ne sont pas à prendre au premier degré. Il y a un risque d'allergie, bien sûr, comme pour toutes les huiles essentielles, donc il faudra être prudent avant de mettre le titri dans un bain ou sur des muqueuses notamment. On va surtout se méfier d'un titri qui est périmé, qui est vieux, qui est oxydé. Le titri, quand les monoterpènes sont peroxydés, est un peu plus agressif sur la peau et il est aussi plus agressif sur les bactéries et sur les germes. C'est très intéressant. On a fait des tests d'efficacité bactérienne sur le citron et quand on vient de presser le zeste du citron, l'huile essentielle est très antibactérienne et quelques mois après la production, les propriétés antibactériennes du citron diminuent. Le titri, c'est l'inverse. Quand on vient de distiller le titri, il est moins antibactérien qu'un titri qui a 1 an et un titri qui a 5 ans est plus antibactérien qu'un titri jeune. Pourquoi? Parce que l'agressivité du titri sur la peau est également la même que l'agressivité du titri sur la paroi de la bactérie et donc plus le titri est vieux, plus le titri est périmé, plus il est antiseptique. Les mécanismes de vieillissement du titri, c'est une peroxydation et cette peroxydation, c'est ce qui fait la différence entre l'eau claire et l'eau oxygénée. L'eau oxygénée ou peroxyde d'hydrogène est très antibactérienne. Elle est utilisée pour désinfecter des instruments de chirurgie, pour désinfecter des surfaces et donc de nouveau, quand le titri est peroxydé, vous comprenez pourquoi il est plus antibactérien. L'automédication par voie orale est déconseillée tout le temps, on va dire. Préférez probablement une marjolaine à coquille au titri par voie orale et utilisez à la maison plutôt le titri en voie cutanée. Et pendant la grossesse et l'allaitement, on va déconseiller également l'utilisation par voie orale du titri.
Alors, découvrons ensemble, dans le syllabus quelques utilisations possibles du titri à la maison. Donc tout d'abord, vous avez, les problèmes intestinaux, là, c'est par voie orale. Hem, Cet exemple est pris pour vous montrer l'intérêt de ces huiles essentielles à monoterpénol et du titri en particulier. C'est une utilisation qui vient surtout de la prescription médicale. Associer un titri avec un phénol permet d'avoir des résultats supérieurs. C'est-à-dire que dans l'exemple qui est pris ici, on parle de thymol. Pourquoi? Bah parce que si j'ai un problème de déséquilibre de ma flore intestinale, je ne vais pas le régler en 3 jours. Ce sont des traitements qui sont longs. Et pour éradiquer les flores pathogènes au niveau de l'intestin, je vais avoir besoin d'une huile essentielle à phénol et je vais avoir besoin de l'utiliser longtemps. Donc, je vais chercher une huile essentielle à phénol qui n'est pas trop toxique, qui n'est pas trop agressive et qui soit pertinente pour un usage sur une durée plus longue. C'est le cas du thymol. Vous vous rappelez, le thymol est spécifique des infections aiguës, pardon, des infections chroniques récidivantes qui se déplacent, alors que la sarriette et l'organum compactum sont, eux, spécifiques des infections particulièrement aiguës. Donc, on a choisi le thymol. Si je prends 2 gouttes de thymol par prise, sur des périodes plus longues, on va dire une cure de 15 jours à 3 semaines, bah, j'ai un certain effet, mais un certain risque également lié à l'agressivité des phénols, surtout si j'ai une fragilité hépatique, surtout si je prends beaucoup d'antidouleurs ou de médicaments qui fragilisent un petit peu cette fonction hépatique. Si je prends une goutte de titri et une goutte de thymol, une goutte de thymol, l'activité antibactérienne est plus forte. J'ai une plus grande efficacité, un plus grand large un éventail plus large d'activités, sur différents germes et pourtant l'exposition au thymol est diminuée de moitié. Vous voyez l'intérêt? Donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet de synergie, je l'ai déjà évoqué. Seul, je ne peux pas soulever mon bureau, mon voisin non plus ne peut pas soulever mon bureau seul et à 2, on peut le déplacer. Donc quand j'associe 2 huiles essentielles, je vais avoir une plus grande efficacité et je vais diminuer par 2 l'exposition problématique au phénol du thym. Voilà, ça c'est ce qu'il faut vraiment comprendre. Je vous invite au maximum à ne jamais utiliser ou le moins possible une huile essentielle toute seule. Associer. Associer les huiles essentielles, vous aurez plus d'efficacité, vous aurez moins de risques à chaque fois. Donc c'est un petit peu l'exemple qui est repris ici. Donc évidemment, il faut distinguer je vais remettre le syllabus si vous voulez. Voilà. Donc, il faut, vous voyez mon curseur, il faut absolument distinguer la diarrhée aiguë, où là, c'est un problème passager et je vais devoir prendre des quantités d'huile essentielle importantes pendant 2-3 jours seulement. Donc, je prendrai une goutte de titri, une goutte de thym, maximum 5 fois par jour et maximum pendant 5 jours. Alors qu'une candidose, ben, c'est un problème qui est vraiment chronique et je ne vais pas régler un problème de levure comme un candida albicans en 3 jours. Je vais devoir utiliser ça pendant 3 semaines et je vais le faire au moins 4-5 cures par an de 3 semaines. Et évidemment, quand je veux traiter, éradiquer une candidose, je prendrai une goutte de titri plus une goutte de thymol 2 fois par jour pendant 3 semaines et je ferai ça, comme je le disais, 4 fois ou 5 fois sur l'année. Au niveau des infections urogénitales, par exemple une cystite, bah, de nouveau, on a la même chose. Je peux associer une goutte de titri avec une goutte de sarriette. Ce sera peut-être plus spécifique
que le théatimol pour une cystite, maximum 5 fois par jour et maximum pendant une semaine, pendant en tout cas toute la durée de l'épisode aigu. Et puis si ce sont des mycoses au niveau, de la muqueuse génitale, il faudra prendre des doses beaucoup moins importantes. Donc je ne prendrai plus 5 fois par jour, mais je me contenterai de 3 fois par jour et sur des périodes de 15 jours, par exemple. Donc la mycose chatouille, est assez dérangeante, donc on prend 3 prises par jour pendant 15 jours. Si je veux prévenir les mycoses, donc j'ai eu une mycose, j'ai fait j'ai suivi un traitement avec du Dactarin, un Gyno-Dactarin par exemple. La mycose ne chatouille plus, mais je veux améliorer mon terrain pour éviter les récidives. Je prendrai plus que 2 prises par jour au lieu de 3, mais je prolongerai sur 3 semaines parce que je suis en prévention. N'hésitez pas à poser une question si c'est pas clair. J'essaye de vous faire comprendre, comment on peut affiner, hem, la posologie en fonction de la durée et en fonction du symptôme. Une cystite, c'est grave, le risque est important. Si l'infection touche le rein, et que le rein est abîmé, il se régénère pas comme ça, le rein. Donc je pourrais avoir, des séquelles. Donc une cystite, ce n'est pas à prendre à la légère. Hem, la cystite, il faut, taper haut, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire prendre beaucoup d'huile essentielle pendant un laps de temps relativement court parce que le danger est important. Les mycoses, c'est vraiment pas agréable, mais il y a pas le même caractère de danger. Donc la mycose, je vais prendre par voie orale, ben, des quantités un peu plus importantes, 3 fois par jour pendant, 10 à 15 jours si ça démange fortement et si c'est en prévention, bah, évidemment, je vais prendre des doses beaucoup plus faibles, 2 fois par jour, mais sur des périodes beaucoup plus longues comme 15 jours. Oui, oui, je vais y arriver. On peut, heu, utiliser en local, bien sûr. Alors, la mycose en local, puisque vous me posez la question, on va distinguer, hem, 3 types de tissus. L'ongle, bah, l'ongle, il y a pas de sensibilité, donc je pourrais mettre des phénols. Donc je peux mettre un peu d'Origanum compactum avec du tea tree sur mon ongle avec un petit pinceau ou un coton-tige, par exemple. Je peux avoir une mycose entre les orteils. Ça démange et là, je vais distinguer 2 choses. Est-ce qu'il y a des crevasses ou pas de crevasses? Donc, si la peau est abîmée, je pourrais pas mettre, des phénols dans une crevasse. Donc, si c'est crevassé, je devrais utiliser des huiles essentielles très douces comme le tea tree seul. S'il n'y a pas de crevasse, je peux mettre un peu d'alcool, je peux mettre un peu de phénol, associé à mon tea tree localement. Et puis, bien sûr, vous avez les mycoses qui vont toucher les muqueuses, les muqueuses génitales, et la bouche, bien sûr. Donc, dans ce cas-là, le titri peut être utilisé. Je ne peux pas le conseiller pur, mais c'est pas impossible. On a, heu, une amie pharmacienne qui nous partageait son expérience. Elle est vraiment, le elle adore le ski, c'est quelque chose de terriblement important pour elle et elle était un peu frustrée de ne pas avoir pu, skier pendant une période relativement longue et donc elle a une semaine de ski en Suisse, avec sa fille et voilà, il fait chaud, c'est la période de Pâques et donc on transpire beaucoup dans les combinaisons de ski et cetera et elle attrape une mycose, voilà, qui apparemment très, très dérangeante, presque douloureuse et avec énormément de démangeaisons et cetera. Hors de question de rater une journée de ski et donc elle a utilisé, au niveau de la vulve en externe, l'huile essentielle de titri pure.
Moi, je vous conseille de l'associer dans une huile végétale, bien sûr, dans un support et ça peut, s'appliquer au niveau externe et quand la mycose, touche la muqueuse, plus interne, il est possible d'utiliser une lotion faite d'huile végétale et d'huile essentielle de titri, d'imbiber un tampon par exemple et d'appliquer, voilà le tampon et de le laisser en place pendant, pas toute une nuit bien sûr pour éviter les irritations, mais de le laisser en place, 1/2 heure, 3/4 d'heure par exemple. Voilà un petit peu comment on peut envisager les différentes applications, pour les mycoses en usage local. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui évidemment, au niveau des zones plus fragiles et plus sensibles, veillez bien à vous assurer de ne pas être allergique à l'huile essentielle de titri. Imaginez, voilà, placer un tampon et se rendre compte par après qu'on est allergique au niveau à l'huile essentielle de titri, c'est vraiment pas à faire donc voilà, il faut vraiment faire un petit test au préalable pour s'assurer qu'on n'est pas allergique à l'huile essentielle de titri. Vous avez donc on a parlé de l'action fongicide du titri, au niveau de la peau, mais vous avez également, l'action antibactérienne du titri, au niveau d'une plaie, par exemple. Quand il y a un risque de tétanos, hein, voilà, ou quand il y a d'autres risques, infectieux, on s'est blessé avec un objet qui n'était pas propre, et cetera. Donc l'huile essentielle de titri, localement, sur la plaie, est parfaitement bien tolérée, mieux que les lavandes. On peut l'associer avec un lavandin, mais voilà, le titri seul, je vous dis, s'utilise parfaitement sur une plaie quand il y a un risque infectieux, notamment, une utilisation, évidente, c'est la piqûre de tique. La piqûre de tique, donc pour éviter, l'infection, il faut abondamment désinfecter la piqûre et l'huile essentielle de titri peut être une des huiles essentielles, utilisées. Moi, j'ai plutôt tendance à utiliser un thym thuyanol, qui me semble un peu plus protecteur et un peu plus, efficace que le titri. Vous avez le manuka, qui pourrait probablement être également un peu plus infectieux que le titri. Mais voilà, le titri en et si on a c'est une essentielle qu'on a souvent à la maison, donc en première intention, c'est l'huile essentielle qu'on va utiliser pour, mettre, sur la peau après avoir retiré la tique, bien sûr. Les propriétés du titri, donc, c'est de prévenir l'infection, d'être légèrement astringent, anti-hémorragique, d'aider à la cicatrisation et puis par ses sesquiterpènes, elle a également des propriétés antidouleurs. Donc, voilà. Le titri ne fait pas partie, pour répondre, à la question de Marisol, le titri ne fait pas partie de nos protocoles préventifs contre le Covid. Hem, voilà. Donc, voilà, donc, elle n'est pas inintéressante, mais je pense qu'il y a des huiles essentielles plus spécifiques. Je vous ai dit, oui, on a quelques études, qui ont montré une efficacité du titri sur, la paroi, virale, mais si vous voulez, le virus, donc c'est une information génétique, c'est un brin, d'acide ribonucléique, un brin que l'on appelle d'ARN et ce brin d'ARN, il est protégé par une enveloppe et cette enveloppe, elle est de nature, graisseuse, de nature lipidique et donc toutes les substances qui dissolvent les graisses, le savon, c'est pour ça qu'on conseille de se laver les mains. Le savon va dissoudre, les la graisse de la membrane protectrice, de l'enveloppe protectrice de l'ARN viral et donc détruire le virus et c'est le cas du savon, mais c'est le cas de toutes les huiles essentielles. Donc j'ai envie de dire qu'il y a aucune huile essentielle qui ne détruise pas, l'enveloppe
de l'ARN viral. Donc il n'y a aucune huile essentielle qui ne soit pas efficace sur le virus quand on lui applique sur le dos. Et permettez-moi l'expression, si on applique n'importe quelle huile essentielle sur la membrane protectrice du virus, ça va le détruire, bien sûr. Vous avez certainement vu, il y a énormément de publications qui ont montré la fragilité et de ce virus et sa faible durée de vie en quelque sorte. Donc, il faut voir ce que vous voulez faire. Si vous voulez détruire un virus dans la pièce pour éviter les contaminations, respiratoires, bah, vous pourriez diffuser des huiles essentielles, n'importe quelle huile essentielle, pas que le tea tree et donc on va choisir des huiles essentielles qui sentent meilleures que le tea tree en diffusion dans la pièce. Au niveau de la désinfection des mains, vous pourriez mettre n'importe quelle huile essentielle et de l'alcool dans un gel hydroalcoolique. Le problème, c'est que le gel hydroalcoolique dessèche les mains, mais l'alcool en lui-même suffit. Rajouter du tea tree à l'alcool pour désinfecter les mains, ça va pas rajouter grand-chose. L'alcool suffit pour détruire le virus. Donc, si vous voulez faire un gel désinfectant des mains sans alcool, parce que l'alcool vous dessèche les mains, alors oui, des huiles essentielles vont être intéressantes, mais toutes les huiles essentielles, pas que le tea tree. Et puis ensuite, quand on est en contact avec le virus, ben, il faut pouvoir se défendre, il faut pouvoir renforcer l'immunité d'une part, et puis diminuer les symptômes, puisqu'on a vu, on a parlé d'une cascade inflammatoire où une première inflammation bah, provoque une inflammation plus importante, qui provoque encore une inflammation plus importante, et on se retrouve avec une cascade inflammatoire que dans la littérature et dans la presse, on a appelé une tempête de cytokines. Donc le tea tree peut être intéressant et prévenir un petit peu cette tempête de cytokines. Mettre une goutte à l'entrée des narines, oui bien sûr, mais je le ferai plutôt avec, des huiles essentielles à eucalyptol qu'avec le tea tree. C'est mieux toléré dans le nez, vous avez raison que le tea tree sera mieux toléré sur la muqueuse nasale que, un immunéol ou bien des huiles essentielles riches, en oxyde, mais je mettrai plus vite du Ravinsara à l'entrée des narines que, le tea tree. Le Ravinsara va avoir des propriétés respiratoires et mucolytiques parce qu'il est beaucoup plus riche en cinéole. Et le cinéole est beaucoup plus agressif que le tea tree sur la membrane virale. Donc, et pour terminer, une des dernières utilisations fréquentes du tea tree à la maison, c'est évidemment les soins de la peau qui présentent un risque bactériologique. Donc, dans le bouton d'acné, on va retrouver des streptocoques et des staphylocoques. Et on voit que l'huile essentielle de tea tree est particulièrement active sur ces germes. Donc, le tea tree, il est surtout spécifique d'une acné qui est liée à une bactérie. Une acné avec des têtes blanches, avec un peu de pus dans les boutons. Donc, c'est plutôt spécifique de l'acné du jeune homme, l'acné du garçon, l'acné du dos, avec beaucoup de boutons, beaucoup de têtes blanches, etc. C'est moins spécifique de l'acné émotionnelle, le bouton qui sort parce que on est stressé, parce qu'il y a examen, il y a une interro, parce que voilà, je suis tout excité à l'idée d'aller à une soirée avec un petit ami ou que sais-je, etc. Voilà. Donc, ça permet d'assainir une peau d'un point de vue bactériologique. Il y a un petit côté astringent, je vous le disais, que l'on retrouvait dans les saignements et qui permettait d'arrêter ou de diminuer les saignements. Donc, le côté astringent du tea tree va aider aussi à resserrer un petit peu les pores et un pore qui est dilaté dans les peaux grasses est un pore qui laisse la porte grande ouverte justement aux bactéries, aux streptocoques, aux staphylocoques dont on parlait tout à l'heure.
Alors le laurier et la lavande aspic sont 2 huiles essentielles qui vont plutôt agir sur, l'excès de sébum, qui sont 2 grands antiseptiques également, qui sentent un peu meilleur que le tea tree et qui vont, diminuer un petit peu la production de sébum, entre autres. Voilà quelques exemples d'utilisation à la maison de ces tea trees. Les autres, mélaleucas que sont des mélaleucas à eucalyptol. Le tea tree, est le principal mélaleuca à monoterpénol, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, sur les propriétés de l'huile essentielle? Donc on l'a testé sur le MRSA. Le MRSA, c'est un staphylocoque, qui est résistant aux antiseptiques, donc c'est un germe qui pose des problèmes majeurs en milieu hospitalier. On l'a, testé sur le E. coli. Le E. coli, c'est un des germes qui est responsable de nombreuses cystites, qui résistent aux antibiotiques. Et puis il a une action prouvée sur de nombreux streptocoques, sur des pseudomonas. Il a une action intéressante également sur le germe hem, de certaines mycoses, on va dire, ou certaines levures, au niveau respiratoire. Donc c'est un antifongique, un anti-Candida albicans et on va le retrouver, oui, très intéressant sur des mycoses pulmonaires, en tout cas, des infections à Plasmodium, entre autres, voilà, donc un spectre d'activité antibactérienne qui est quand même très large et doublé d'une action anti-inflammatoire. C'est ce qui fait aussi, c'est ce qui participe aussi à son intérêt, thérapeutique. C'est que, le l'organisme réagit à l'infection, à la bactérie par une inflammation et donc on a cette double activité, sur la bactérie et sur le symptôme dérangeant qui ou mal vécu qui est l'inflammation. Donc grand intérêt. Il y a des études qui ont montré aussi que, il diminue la réaction inflammatoire liée, hem, à l'histamine et donc de nature allergique. Donc oui, ce serait un anti-inflammatoire, qui pourrait être utile sur des pathologies de la peau, liées à des mécanismes Il en a montré également des propriétés anti-cancer, en tout cas, voilà. Pour cette huile essentielle, on appelle ces propriétés des propriétés, favorisant l'apoptose et l'apoptose, c'est le mécanisme de mort des cellules cancéreuses. C'est une huile essentielle qui présente également une activité antioxydante et l'oxydation, c'est ce qui rend le cholestérol toxique. Donc voilà, certains auteurs ont imaginé, l'intérêt de cette huile essentielle également pour, éviter l'oxydation du cholestérol. Elle a un grand intérêt sur les pellicules. Pour différentes raisons. D'une part parce que, les pellicules sont souvent provoquées par des mycoses, donc on a, des un intérêt majeur au niveau du cuir chevelu, donc ça il y a le côté anti-inflammatoire qui calme la démangeaison. Il y a le côté antimycosique qui va, limiter toute cette flore, du cuir chevelu et en même temps, voilà une action, je vais dire cicatrisante par les monoterpénols. Les monoterpénols, n'oubliez pas, c'est ce qui cicatrise dans une huile essentielle de lavande, dans une huile essentielle de géranium et cetera. Donc on a un intérêt, majeur et c'est une huile essentielle qui est largement utilisée dans des problèmes de cheveux et notamment les problèmes de pellicule, de démangeaison du cuir chevelu. Hem
des propriétés, oui, sur le psoriasis, voilà. On l'a vu. Au niveau des cancers, ses propriétés principales semblent être, sur le cancer de la peau. Donc on voit de nouveau que un des génies, thérapeutiques particuliers de cette huile essentielle, c'est de toucher, au tissu cutané. Donc pas mal de problèmes de peau. Certains auteurs l'ont utilisé comme, radioprotecteur. La radioprotection, c'est pour éviter les brûlures, et les effets secondaires de traitements de radiothérapie, notamment dans le cancer du sein, les cancers des ganglions lymphatiques, maladie de Hodgkin, des glandes salivaires entre autres et cetera. Elle est largement utilisée pour les piqûres d'insectes également, bien sûr. Largement utilisé sur le bouton de fièvre, même si, voilà, comme je vous l'ai dit, je vous suggère plutôt de lui préférer le niaouli. Le niaouli qui lui est préféré également dans tous les traitements de radioprotection. Alors au niveau des précautions d'emploi officielles, donc je lis sa monographie, il n'y a pas de contre-indication connue. Elle est d'une relativement bonne sécurité d'emploi. Il y a toute une monographie qui a été publiée, par, la, hem, au niveau de la Commission européenne. Donc je vais vous marquer les mots de recherche qui vont vous permettre de trouver la monographie officielle. Donc vous allez taper, heu, European Medicines Agency, donc les initiales EMA, EMA, et puis vous allez, hem avec ces mots-clés, ces mots de recherche, vous allez vraiment trouver, l'ensemble des publications, toxicologiques et thérapeutiques qui concernent, ce titri avec, l'avis officiel de la communauté européenne et de ce fameux organisme EMA, hem, ouais. Donc, cette huile essentielle ne présente aucun risque cancérigène. Il y a des risques d'allergie potentiels, notamment quand l'huile essentielle, est âgée, et officiellement, il est déconseillé de l'utiliser pendant les premiers mois de la grossesse par manque, d'informations. Voilà un petit peu, les informations qui sont publiées sur cette huile essentielle de titri. Alors, voyons un petit peu au niveau de la caractérologie, au niveau de l'influence psychosensorielle, ce que, nous avons dans le cours. Ben, ce que j'ai envie de voir avec vous, c'est que c'est une huile essentielle qui est surtout efficace, au niveau physique et pas tant au niveau psychique, au niveau émotionnel. Donc c'est pas vraiment une grande huile essentielle d'olfactothérapie et c'est pas une grande huile essentielle de caractérologie. C'est une huile essentielle qui donne des résultats, non pas sur, le psychisme, mais qui est vraiment utile d'un point de vue strictement physique et assez ça représente un sujet qui est efficace dans la matière plus que dans la psychologie, voyez? Donc voilà, une huile essentielle sur laquelle on peut vraiment compter. Elle a beaucoup de propriétés différentes et des propriétés qui sont physiques, des propriétés qui sont relativement sûres parce qu'elles agissent, vraiment par le côté pharmacologique, par le côté, anti-infectieux, antibactérien, cicatrisant, anti-inflammatoire. C'est presque une huile essentielle allopathique. C'est une huile essentielle qui va nous donner vraiment oui,
on peut se fier à elle d'un point de vue physique et pour tous les problèmes qui concernent la matière et le corps physique. Ça, c'est vraiment toute la symbolique de cette huile essentielle. Donc, on peut compter dessus. C'est un personnage aussi sur qui on va pouvoir compter. C'est un personnage qui a probablement dû traverser, des choses relativement difficiles, cette difficulté dans l'existence l'a obligé à acquérir, une certaine forme d'efficacité. Hem, c'est quelqu'un qui a su renaître de ses cendres quand la vie l'a presque mis par terre et il a pu acquérir ses qualités humaines, ses qualités de force, de vigueur, de survie. Il a des capacités oui, à survivre assez remarquables et il peut en faire bénéficier son entourage. Donc comme il est passé lui-même par des choses dures, il peut, aider, les personnes qui sont en difficulté et qui ont ces mêmes choses, à traverser. Donc il est généralement d'un bon secours pour les autres. Hem, Par contre, la psychologie, la finesse, la délicatesse n'est pas son fort et le parfum est très indicatif de la nature même de l'huile essentielle. On sent bien que c'est un parfum, physique, basique et vraiment qui touche à la matière plutôt qu'au subtil. Voilà. Il est assez pragmatique, il tourne pas autour du pot, il est efficace parce qu'il sait comment il a pu s'en sortir dans la vie et il va pouvoir donner des informations et sur comment s'en sortir dans la vie. Mais il dit les choses telles qu'elles sont. Quand on est en pleine dépression, en pleine détresse et cetera, il y a des choses qui sont parfois dures à entendre et même, quand on est face à la maladie et cetera, il va pas tourner autour. Si, on va devoir passer par des moments qui sont particulièrement durs, éprouvants et cetera, il le dira, d'entrée de jeu et cetera. Voilà, il va pas, prendre des gants, la psychologie n'est pas son fort. Par contre, si on devait le voir, ou l'imaginer, c'est quelqu'un qui a, la structure nécessaire pour pouvoir, supporter, et pour pouvoir aider les autres. Ouais, il a les épaules larges, il a, une certaine force, on peut, s'appuyer, il peut vous prendre sur son dos et cetera. Donc voilà, c'est quelqu'un d'efficace dans la matière. Si, en randonnée, vous faites une entorse, il pourra, soit vous prendre sur son dos, il pourra vous soutenir, il a la voilà, il est équipé pour agir au niveau matériel, au niveau de voilà, d'agir physiquement, je veux dire. Alors, oui, c'est la dernière phrase est un bon résumé, une bonne conclusion. C'est un personnage qui est simple, qui est authentique, qui est concret. Il agit, de façon simple mais efficace. Et oui, il agit fort. Vite, fort et bien. C'est un petit peu le mécanisme d'action de cette huile essentielle et ça correspond aux personnages, qui sont comme ça dans la vie. Voilà un petit peu, ce que l'on peut dire de l'information de ce titri. C'est pas une grande huile essentielle de caractérologie. Hem Je vous propose, oui, de peut-être de vous interroger, j'ai quelques exemples, d'utilisation du Titri à vous proposer, mais, est-ce que parmi vous, il y en a qui utilisent déjà le Titri pour d'autres indications que celles que j'ai évoquées? Est-ce que certains d'entre vous vont utiliser le Titri, en cosmétique ou pour des indications ou bien en usage vétérinaire ou pour des indications que nous n'avons pas évoquées ensemble?
Ouais. Voilà, beh, oui, très intéressant. Donc Marjorie et Nicole ont des expériences qui se rejoignent un petit peu. Donc, dans les soins ou bien dans la désinfection, du linge ou de la maison, on peut utiliser le tea tree. Je vous dis que quand vous avez, un flacon d'huile essentielle qui est périmé et que vous n'osez plus l'utiliser, moi j'évite de les jeter et je pense que c'est un excellent recyclage. Donc, peut-être que l'huile essentielle est trop vieille pour la mettre sur la peau ou pour l'avaler, mais elle n'est jamais trop vieille pour, désinfecter la maison, pour enrichir, les produits d'entretien, les produits ménagers, ou bien pour ajouter, voilà, dans l'adoucissant au niveau du lave-linge, du vinaigre, et cetera. Donc ce sont des indications. C'est une essentielle qui, comme elle est industrielle, n'est pas trop chère. Heu, il y a une grande spéculation et malheureusement la demande est telle que le prix des huiles essentielles est surévalué. Voilà. Il y a quelque temps, hem il y a pas si longtemps que ça, l'huile essentielle, de tea tree, quand on devait acheter une quantité importante, se revendait environ à 40-40 €, 45 € du litre, hein. Donc, les fûts que nous avons vus sur les palettes tout à l'heure, bah, si on fait venir une palette de 4 fûts de 200 kilogrammes, c'est en Europe, c'est quelque chose qui partait d'Australie aux environs de 40-45 €. Là, avec la spéculation du Covid et compagnie, on en arrive, l'huile essentielle a pris 60 ou 70 d'augmentation en 1 an ou 2. Mais voilà, donc oui, c'est une huile essentielle qui, est tout à fait adaptée, à ce type d'utilisation ménager comme elle est industrielle et pas trop chère. Moi, j'avais envie d'évoquer avec vous le soin des dents. Vous rappelez qu'on a vu un dentifrice au titri tout à l'heure dans la diapositive. Donc le titri n'est pas utilisé au quotidien. Pourquoi? Bah, parce que la bouche nécessite un film, de bactéries, qui participent à sa santé et à son écologie. Et si j'utilisais de l'huile essentielle de titri tous les jours, bah, je pourrais, d'abord, agresser la muqueuse et en tout cas perturber un petit peu le biofilm. Donc c'est le film de bactéries à la surface de la muqueuse. Mais le titri va être utile dans 2 grandes indications. Il est légèrement utile pour, comme blanchiment des dents et bah, c'est un petit peu le côté dissolvant des huiles essentielles et un côté antibactérien qui fait que 1 à 2 gouttes d'huile essentielle, soit sur le dentifrice, soit directement sur les poils de la brosse à dents, 1 fois par semaine, pour blanchir les dents est quelque chose qui peut tout à fait se faire. Voilà, en frottant doucement avec la brosse des mouvements circulaires pendant, voilà, quelques minutes, hein, donc un temps relativement long et puis après, bah, évidemment rincer la bouche pour enlever le goût et l'huile essentielle de titri. La deuxième grande indication, c'est le risque de parodontose, de déchaussement des dents, c'est-à-dire un sillon qui va se creuser entre la dent et la gencive avec, des bactéries qui vont venir s'y développer et puis des problèmes, bah, d'haleine, des problèmes, infectieux et puis des risques de déchaussement et des saignements. Donc on a comme intérêt, le côté astringent, donc qui va éviter un petit peu, cet espace, ce sillon gingival au niveau des dents. Donc c'est le côté astringent va resserrer, si vous voulez, resserrer un petit peu les gencives autour de la dent, heu, éviter le développement bactérien, éviter l'inflammation de la gencive quand il y a des bactéries qui viennent se mettre dans ce sillon gingival et puis, éviter les saignements lors du brossage puisqu'on a vu que le titri était, également légèrement, hémostatique et éviter les saignements. Donc voilà, on a un grand intérêt, d'utiliser.
ce titri. Si vraiment il y a des problèmes plus importants de saignement, de parodontose, et de déchaussement des dents, évidemment, ce sera plus qu'une fois par semaine. On pourra utiliser le titri environ 2 fois par semaine au niveau de la bouche. Et puis, je voulais évoquer avec vous également les soins du cheveu. Donc, vous allez souvent lire des recettes, hem et on va vous proposer de mettre de l'huile essentielle de titri dans le shampoing. Alors évidemment, le shampoing présente le grand avantage de pouvoir, solubiliser, l'huile essentielle de titri. Le titri, ça se mélange pas à l'eau. Par contre, au savon du shampoing, ça va parfaitement bien s'homogénéiser, se diluer et cetera. Donc vous pourriez mettre quelques coups d'huile essentielle dans le shampoing. Malheureusement, l'efficacité est vraiment très faible. L'efficacité est très faible, pourquoi? Parce que l'huile essentielle va mettre un quart d'heure, 20 minutes pour être absorbée par la peau et le shampoing, vous voulez pas le garder 20 minutes sur les cheveux, bien sûr, sur la tête. Donc le fait que l'huile essentielle soit, solubilisée dans le shampoing, dès qu'on va rincer le cheveu, elle va partir à l'égout et donc au presque au c'est caricatural, mais c'est presque aussi efficace de mettre directement l'huile essentielle dans l'égout. Vous voyez, elle reste pas sur le cheveu. Donc il va être beaucoup plus utile et beaucoup plus efficace de faire ce que l'on appelle un masque. C'est-à-dire que vous allez, incorporer l'huile essentielle de titri dans un beurre, par exemple, un beurre de karité ou un beurre ou une huile de coco qui est solide naturellement à température ambiante. Donc vous allez faire fondre votre karité ou votre coco dans un bain-marie. Quand cette huile est fondue, pour éviter que ça soit trop dur et pour que ce soit plus facile à appliquer, vous allez mettre, environ 25 d'une huile végétale. Ma préférée serait probablement le jojoba, mais vous avez d'autres huiles végétales qui sont très intéressantes sur le cheveu. Vous avez, notamment l'huile d'avocat, très intéressant en cas de psoriasis du cuir chevelu. Vous avez la moutarde qui pique, mais qui va agresser un peu le cuir chevelu et faire que le cheveu va pousser plus vite. Ou l'huile de ricin, pourquoi pas, qui accélère aussi la pousse de cheveux. L'huile d'argan est très intéressante également pour, la protection du cheveu, voilà. Cette huile végétale à 25 je vous le rappelle, va faire que quand votre coco ou votre karité va se refroidir, il sera moins dur. Et puis vous avez évidemment, quand c'était liquide, incorporé votre huile essentielle de titri également. Et donc vous faites un masque. Un masque, vous allez, comme, c'est moins dur, pouvoir prendre avec les doigts une motte de ce beurre de coco ou de karité et appliquer vraiment sur le cuir chevelu en massant bien le cuir chevelu du bout des doigts, hem, pour bien faire pénétrer l'huile essentielle. Vous laissez appliquer au moins 3/4 d'heure et puis après vous allez, rincer le cheveu avec de l'eau tiède pour faire fondre, ce beurre et faire un shampoing doux pour pas trop agresser, le cuir chevelu. Quelle quantité d'huile essentielle? Ben, tout dépend de la gravité. Si vraiment vous avez une mycose importante, vous pourriez aller jusqu'à 10 d'huile essentielle de titri. Donc vous voyez, vous avez fait ça veut dire si vous avez un petit flacon, un petit pot de 50 grammes d'huile de coco, 10 ça vous fait 5 millilitres d'huile essentielle de titri, hein. Donc voilà, on peut, dans les cas, de mycose vraiment importants, aller jusqu'à 5. Sinon, vous mettrez, hem, si c'est pour la démangeaison ou les pellicules, vous pouvez vous contenter de 2-3. Il faut au moins 3 pour dire que ce soit vraiment efficace. 3, ça vous fait 30 gouttes dans un petit pot de 50 millilitres. Donc, je vais vous le noter pour que ce soit, clair. Donc ce sera, vos messages m'empêchent, masquent la fenêtre dans laquelle j'essaye de vous noter. Donc 30 gouttes
petit tri dans 50 millilitres d'huile végétale. Je mets huile végétale, mais vous savez que c'est solide, hein, donc c'est plutôt un beurre de karité ou de coco. Voilà. Et ça nous fait 1,5 millilitre dans 50 millilitres, donc c'est une concentration à 3%. Ça, c'est la concentration minimale pour dire d'avoir une belle activité sur les pellicules, atténuer un petit peu les démangeaisons du cuir chevelu, et cetera. Si vraiment il y a un problème de mycose important, bah, vous pouvez, facilement doubler la dose. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la recette pour les peaux très sèches? Le titri dessèche s'il est utilisé seul. Par contre, oui, le karité et le coco sont très hydratants. Donc, sur les peaux très sèches, oui, vous pouvez utiliser le beurre de karité ou le beurre de coco. Vous pouvez rajouter un peu de titri, mais si c'est une peau sèche dans le visage, ce sera 10 gouttes de tea tree. Donc on est, plutôt à 1 d'huile essentielle dans le visage, en cosmétologie en tout cas. Oui, l'ylang-ylang pour moi est beaucoup plus pertinent, que le tea tree, pour ce qui est de la peau sèche, donc après la douche ou dans le visage. Le tea tree, est plus adapté aux pellicules et au cuir chevelu sec, voyez? Donc si c'est pour le corps et visage, préférez le tea tree. Si c'est pour le cuir chevelu avec des pellicules, l'ylang-ylang est très intéressant, mais on peut préférer le titri. J'ai envie de vous dire, pour être exact, euh, pour être complet, le titri sera préféré à l'ilang-ilang dans un seul cas, le cas où il y a une mycose. Sinon, dans tous les autres cas, la pousse du cheveu, l'hydratation du cuir chevelu, etc., moi j'ai tendance à préférer l'ilang-ilang. Bien sûr, rien ne vous empêche de les associer, ils seront très complémentaires. Donc voilà un petit peu comment, voilà, je voulais vous comparer un masque qui pose 45 minutes et un shampoing que vous allez garder juste 1 ou 2 minutes, grand maximum, sur le cuir chevelu. Voilà un petit peu heu, ce que je voulais attirer votre attention sur ce point-là. Je vous propose de faire une petite pause, sanitaire. Je vous donnerai encore un ou 2 exemples d'utilisation, du tea tree après la pause et puis on s'intéressera à nos émonctoires. Donc je vais, comme la fois passée, couper la caméra, couper le micro pendant, un petit quart d'heure et puis, je rallumerai la caméra 1 ou 2 minutes avant de reprendre le cours. Voilà, donc à tout à l'heure.